Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène. On va revenir sur l'aide américaine qui a été débloquée par la Chambre des représentants samedi dernier. Une enveloppe globale de 95 milliards de dollars. C'est une enveloppe qui était bloquée depuis 1 an et demi dans les couloirs de la Chambre des représentants. Il faut savoir que cette enveloppe a enfin été votée par les deux grands partis américains, que ce soit à savoir le Parti démocrate et le Parti républicain. Il faut savoir qu'il y a eu 311 voix pour, contre 112 voix contre. Cette enveloppe globale-là de 95 milliards de dollars comprend 3 axes en termes d'aide. Il y a l'essentiel même de cette aide, 61 milliards de dollars qui seront destinés à l'Ukraine. L'Ukraine qui fait face évidemment à de terribles revers sur le terrain, puisque la Russie, la semaine dernière, a pris aussi une autre ville proche de Kherson qui s'appelle Advivka. Et cette ville Advivka-là, qui était l'un des bastions justement de l'armée ukrainienne, au sortir de la première contre-offensive il y a 2 ans. Et donc cette ville avait été reprise sans le moindre coup de feu par les forces armées ukrainiennes. Et elle vient de l'abandonner pour la simple raison, selon les autorités ukrainiennes, du fait qu'il manque terriblement d'armes et de munitions. Les armes en question, ce sont les missiles. Ils ont besoin de missiles, ils ont besoin d'obus, notamment d'obus de 125 mm. Il faut savoir que c'est une guerre qui est extrêmement vorace en termes de munitions et d'obus. Et donc la Russie qui est passée en mode de production de guerre depuis plus d'1 an, aidée en cela par l'Iran et la Corée du Nord qui fournissent son armée en termes de drones, en termes de munitions, notamment la Corée du Nord. En Ukraine, il y a ce problème-là parce que les principaux partenaires de l'Ukraine ne sont pas encore parvenus à mettre en place une industrie qui soit en capacité de produire autant que l'industrie russe. Et même les Américains ont du mal parce qu'ils avaient déjà arrêté d'envoyer de l'aide parce qu'ils commençaient déjà à atteindre, si tu veux, le seuil critique de leur stock de munitions, un seuil critique qui risquait de les mettre, eux, en difficulté en raison des multiples opérations qu'il y a à travers le monde, notamment l'une opération qui est très importante, c'est 2 opérations, d'abord au Moyen-Orient avec Israël, et puis on a en Asie du Sud-Est, notamment avec la région de Taïwan. Et donc, ces 2 théâtres-là aussi qui viennent accroître un peu plus la tension sur les munitions américaines, sur les armes américaines. Et donc, ils n'étaient plus en capacité de pouvoir fournir toute l'aide que Volodymyr Zelensky a demandé. Et donc, dans ce volet-là, il y a, avec ces 61 milliards de dollars, une grande partie, à peu près 25 milliards de dollars, vont être destinés aux entreprises américaines qui vont pouvoir relancer évidemment leur production de munitions afin de remplacer le stock d'armes qui va être envoyé en Ukraine. Parce qu'il faut savoir que tout était bloqué parce qu'il n'y avait pas cette aide-là. Maintenant que l'aide est là, cet argent ne va pas en Ukraine, c'est 25 milliards de dollars, ça va dans les entreprises américaines qui vont produire le stock de munitions, qui va remplacer celui qui va partir immédiatement à destination de l'Ukraine pour permettre aux soldats ukrainiens de continuer le combat. Mais il faut savoir que la question de savoir est-ce que cette aide-là va véritablement changer quelque chose, pour ma part, je ne crois pas. Ça va donner le semblant, ça va donner une espèce d'illusion de pouvoir changer les choses parce que les armes seules ne suffisent pas. Il faut des hommes derrière. Or, l'Ukraine fait face à une autre difficulté, c'est qu'elle manque cruellement de soldats. Le président Volodymyr Zelensky a signé un décret faisant baisser l'âge de conscription, c'est-à-dire l'âge auquel on pouvait devenir un soldat, c'est descendu à 17 ans. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, à partir de 17 ans, si vous êtes un homme, vous devez être enrôlé, vous êtes susceptible d'être enrôlé dans l'armée et d'aller au combat. Donc il y a ça qui fait que c'est vraiment la preuve que du côté ukrainien, il y a un vrai problème en termes d'effectifs sur le front. D'autant plus que depuis 2 ans aussi, il n'y a pratiquement pas eu de remplacement au front, parce que vous savez, quand on mène
quand on mène un combat, il faut offrir aux soldats qui sont au front des périodes de pause où ils pourront essayer de récupérer tant physiquement que psychologiquement. Or, depuis près de 2 ans, 1 an et demi, plus précisément, il n'y a pas eu véritablement de remplacement des formes de rotation au niveau du front ukrainien. Donc, physiquement et psychologiquement, les soldats, même qui sont au front actuellement, sont fatigués, ils sont épuisés. Et donc, cette nouvelle vague d'intégration de soldats a pour aussi objectif d'essayer de apporter un peu de répit aux soldats qui sont déjà sur le front depuis près d'1 an et demi. Et donc, malheureusement, tant qu'il n'y aura pas d'arrivée massive en termes de troupes sur le sol ukrainien qui viendraient de l'étranger, il est peu probable que cela puisse suffire à pouvoir tenir. Tout au plus, ils pourront tenir encore l'année 2024, mais je ne pense pas qu'en 2025, ils sont en capacité de continuer comme ça. D'autant plus qu'il faut savoir que la Russie compte 4 fois plus de population que l'Ukraine. Donc, de ce point de vue-là, même d'un point de vue démographique, il y a un avantage du côté de la Russie. La Russie a déjà terminé sa deuxième vague de conscription, d'intégration. Donc, il y a à peu près 350 000 hommes qui ont été intégrés, qui sont en formation et qui sont susceptibles d'être déployés sur le terrain ukrainien. Donc, ce qui fait que la Russie n'a pas ce problème-là. En dépit des accusations que je vois un peu sur certaines presses qui disent que si tu veux, le bilan humain côté russe, il est énorme, on parle souvent de 200 ou 300 000 morts, ce que je crois peu probable, parce que s'il y aurait eu 200 ou 300 000 morts, je ne pense pas que cela aurait été sans conséquence, même pour Vladimir Poutine, qui aurait eu du mal à faire comprendre à son peuple, si tu veux, ce sacrifice-là. Par contre, certains chiffres estiment que les morts russes depuis le début de la guerre tournent entre 20 et 25 000 morts, maximum 30 000 morts. Mais côté ukrainien, les chiffres sont encore beaucoup plus importants. On compte 10 fois plus. Certains estiment entre 300 000 ou 400 000 morts depuis le début du conflit. Mais évidemment, ces chiffres-là, de part et d'autre, sont difficilement vérifiables parce que tant le gouvernement russe que le gouvernement ukrainien refusent de donner les vrais chiffres des morts et des blessés sur le terrain. Donc, tous ces chiffres-là sont obtenus à partir d'un certain nombre de données qui sont récoltées à travers soit les hôpitaux et les morgues et tout ça là. Et donc, même ces informations-là sont évidemment à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais ce qui est clair, et ce que tous les observateurs et même analystes spécialistes de la question disent, c'est qu'en réalité, l'Ukraine est en difficulté. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois aussi, les Américains, dans l'aide qu'ils vont apporter, l'aide militaire à l'Ukraine, ils vont y ajouter des missiles longue portée. Donc les missiles qu'eux, ils rechignaient d'abord à donner aux Ukrainiens pour éviter d'énerver la Russie. Ils ont donc estimé qu'étant donné que la situation sur le terrain se dégrade côté ukrainien et que donc, comme ils n'ont pas aussi la volonté d'y envoyer des troupes de peur de rendre ce conflit-là, de lui faire prendre une autre envergure beaucoup plus internationale et donc beaucoup plus dangereuse pour la sécurité mondiale, ils estiment donc qu'il faut donc donner d'autres armes qui sont en capacité de frapper la Russie un peu plus en profondeur. Maintenant, en profondeur de quel côté? Est-ce que c'est en profondeur du côté de la Crimée ou en profondeur du côté de Belgorod ou bien au-delà, même jusqu'à Moscou. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on verra évidemment l'utilisation que les Ukrainiens feront de ces missiles longue portée, parce qu'il faut savoir que les Britanniques et les Français ont déjà livré des missiles longue portée, donc ceux qui font entre 350 et 500 km de portée aux Ukrainiens. Et donc ces Ukrainiens ont déjà utilisé ces missiles-là sans véritablement, à mon avis, que ça ait changé le cours du conflit jusqu'à présent, parce que la Russie aussi a su très vite s'adapter à ces armes européennes, à ces armes occidentales, et donc qui parviennent aujourd'hui plus ou moins à maintenir leur position, même si par exemple il y a hier des installations pétrolières dans la région de Belgorod, donc frontalière avec l'Ukraine, ont encore été attaquées par des drones ukrainiens et ça a causé un certain nombre de dégâts dont on ignore encore l'ampleur, mais les autorités russes ont quand même reconnu que ces dégâts-là étaient assez importants. Donc, en dehors de ces petits actes isolés-là, d'un point de vue global, d'un point de vue militaire global, eh ben, il est peu probable, de mon point de vue, que ces armes-là puissent inverser véritablement les choses. Tout au plus, elles pourraient figer les deux parties sur une ligne de front
cette ligne de front-là, c'est en fait la volonté de Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire empêcher l'avancée des troupes russes, parce que pour le moment, c'est les Russes qui sont à l'initiative, ce sont les Russes qui sont dans l'offensive, alors que les Ukrainiens sont un peu dans une espèce ils sont en train de reculer parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'armes pour pouvoir faire face à, si tu veux, à la puissance de feu russe. Ça, c'est le premier volet destiné à l'aide américaine. Et puis, il y a un deuxième volet qui est lié lié au fonctionnement de l'administration ukrainienne pour payer les soldats, pour payer les retraites, pour payer les fonctionnaires ukrainiens, pour permettre à ceux que les services de l'État puissent encore fonctionner. Ça, c'est une enveloppe d'à peu près 10 milliards de dollars. Et puis, pour le reste, il y a aussi un certain nombre de prêts qui sont accordés à l'État ukrainien. Ces prêts-là aussi visent à financer un système anti-aérien, un système de missiles sol-air anti-aérien, afin de pouvoir protéger le sol ukrainien qui est évidemment menacé par l'aviation russe. Donc, grosso modo, c'est ce que l'on peut espérer de l'utilisation de cette aide-là. Et puis, il y a évidemment l'autre volet de l'aide qui concerne Israël, à peu près 14 milliards de dollars, qui vont permettre de payer les munitions dont l'armée israélienne aura besoin pour mener ses opérations sur le terrain, notamment sur la bande de Gaza. Il faut savoir que cette décision-là, quand même, est assez contradictoire du point de vue de l'administration Biden. D'un côté, elle demande à l'État hébreu de tout mettre en œuvre pour protéger les vies humaines, pour permettre un cessez-le-feu, alors qu'eux-mêmes, les Américains, ne font rien véritablement sur le terrain pour amener les Israéliens vers un cessez-le-feu. L'un des signaux qui aurait été très fort dans ce sens-là aurait été tout simplement de ne pas envoyer des armes à Israël, de ne pas voter un budget supplémentaire d'armes à Israël tant qu'ils estiment qu'un certain nombre de règles ou un certain nombre de principes ne soient pas respectés par l'armée israélienne. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas demander un cessez-le-feu, vous ne pouvez pas demander à une armée israélienne de mettre fin à des opérations qui sont extrêmement coûteuses en vie humaine, notamment en vie humaine civile, alors que dans le même temps, vous êtes le premier fournisseur de l'aide militaire en termes d'armes et de munitions vers ce pays-là. Donc, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi aujourd'hui, actuellement aux États-Unis, une véritable division de la société américaine sur la question israélienne. Le week-end dernier, il y a eu au moins une cinquantaine d'universités américaines qui ont fait l'objet de manifestations dans leur sein, parce qu'il faut savoir que les associations d'étudiants aux États-Unis sont extrêmement dynamiques, elles sont aussi très politisées. Les étudiants américains sont très au fait des questions politiques. Et donc, on a vu par exemple à l'Université de Columbia à New York, où la présidente de l'université a dû faire appel aux forces de police pour mettre un terme aux manifestations qui avaient lieu à l'intérieur de l'université. Alors, elle a expliqué pour cela que d'un côté, il y avait un risque de trouble à l'ordre public et puis derrière, il y avait des actes antisémites qui avaient été commis. Sauf que beaucoup d'associations qui manifestaient ce jour-là et qui appelaient justement pour la fin du conflit en demandant à Israël de mettre un terme à ces attaques dans la bande de Gaza, beaucoup de ces associations qui soutiennent le cessez-le-feu sont des associations d'étudiants juifs. Donc, comment est-ce qu'on pourrait accuser des étudiants juifs de poser des actes antisémites pour la simple et bonne raison qu'ils demandent qu'un conflit dans lequel est engagé leur pays puisse prendre fin. Donc, il y a cette question-là du conflit israélo-palestinien qui continue d'envenimer, si tu veux, aussi bien le débat politique que, si tu veux, la société, les citoyens américains. Et Joe Biden envoie là encore un signal contradictoire, comme je l'ai dit, qui est très mauvais et qui pourrait évidemment lui coûter cher d'un point de vue électoral. Maintenant, peut-être qu'il s'est résigné à abandonner ces voies-là et peut-être qu'il est en train de mettre en place une autre stratégie pour essayer de remporter cette élection, d'autant plus que son rival, pour le moment, ne peut pas aller en campagne, on le sait. Il est actuellement à New York pour assister à son procès au pénal où il est accusé d'avoir trafiqué ses comptes de campagne de 2016. Pourquoi on dit qu'il a trafiqué les comptes de campagne? Parce qu'on dit qu'il aurait fait passer des notes visant à faire taire Stormy Daniels, une ancienne actrice de films pour adultes avec laquelle il aurait eu des relations sexuelles. Donc,
on est dans cette phase-là où Donald Trump, pour le moment, il dit que c'est une chasse aux sorcières, que ce procès, en réalité, ce n'est qu'un stratagème mis en place par l'administration Biden pour l'empêcher d'aller sur le terrain et l'empêcher, évidemment, de faire son boulot et de préparer son retour à la Maison-Blanche. Ça, c'est le deuxième volet qu'on pourrait parler concernant cette enveloppe d'aide-là. Et puis le troisième volet, c'est celui de Taïwan. Il y a 8 milliards de dollars qui seront destinés à Taïwan pour permettre à l'île de s'équiper en armement américain pour faire face à une possible invasion chinoise. Donc cette aide américaine à Taïwan, évidemment, remet aussi un peu en cause la doctrine américaine dans la région, qui est celle de ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique, qui date de 1974, qui avait été mise en place par Richard Nixon, à savoir qu'on ne reconnaît pas Taïwan comme étant un État indépendant, mais on lui reconnaît le droit de pouvoir, évidemment, se défendre contre toute attaque extérieure. Donc c'est ce qui fait que les Américains, au nom de cette ambiguïté stratégique-là, apporte une aide, un soutien indéfectible, notamment militaire, dans la région. Il faut aussi savoir que la semaine dernière, on est passé à côté d'un incident diplomatique et d'un incident militaire, parce que dans la région, il y avait des manœuvres militaires entre les forces navales américaines et les forces navales philippines. Et en face, il y avait aussi un même exercice déclenché par la Chine, par les propres navires chinois. Donc, on était dans une zone où il y avait deux manœuvres militaires, mais ces manœuvres militaires-là ont quand même été extrêmement tendues et on est passé à quelques cheveux d'un incident dans la zone. Et donc, cette aide-là aussi va une fois de plus accroître les tensions entre Washington et Pékin, parce que Pékin voit d'un très mauvais œil toute aide, notamment aide militaire, apportée à Taïwan, qu'elle considère comme faisant partie intégrante de son territoire. Et donc elle vit cela comme une attaque à sa souveraineté. Ça, c'est le troisième volet de l'aide américaine. Et puis il y a un quatrième volet qui est un volet légal qui vise à essayer de s'approprier des avoirs russes qui sont détenus aux États-Unis afin de financer, si tu veux, la reconstruction de l'Ukraine. Sauf que une telle décision, ils l'ont fait passer, ils ont demandé au Fonds monétaire international d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils pourraient la mettre en œuvre. Eh bien, la même chose, le Fonds monétaire international a expliqué que le fondement même du droit international, c'est le respect de la propriété privée. Donc, les avoirs russes appartiennent à l'État russe. Et donc, il n'est pas possible que la guerre, c'est pas une raison suffisante pour prendre des avoirs qui appartiennent à un État. Et donc, la question de savoir, c'est que si on s'en prend aux avoirs d'un État, on va ouvrir une espèce de boîte de Pandore, on va créer une jurisprudence très dangereuse qui pourrait faire que, maintenant, aujourd'hui, chaque État serait en capacité de pouvoir saisir des avoirs qui ne sont pas les siens. Et donc cela mettrait en branle, ça détruirait même tout qui constitue même le socle du commerce international et donc de la mondialisation. Donc c'est ce que Christine Lagarde, l'actuelle gouverneure de la Banque Centrale Européenne, qui est l'ancienne directrice générale du FMI, qui essaye d'expliquer ça aux États européens, aux États-Unis. C'est-à-dire que si vous le faites pour la Russie, bien, vous avez pris les avoirs de la Russie. Mais maintenant, qui ne dit pas que dans un autre cas aussi, d'autres pays pourraient le faire. Et ça va aussi tuer la confiance, parce que ça va faire que des États qui ne vont plus utiliser vos devises, parce qu'elles vont considérer que vos devises sont de plus en plus corrompues. C'est la raison pour laquelle, depuis le déclenchement de la guerre en 2022, la Russie a fait un bond en avant considérable en termes de dédollarisation de son économie, de dédollarisation de ses transactions, au-delà des sanctions financières qui la frappent et qui lui interdisent d'utiliser la monnaie américaine. Les Chinois l'ont très bien compris et depuis 2 ans, il y a un rythme de dédollarisation très important de son économie et les Chinois incitent de plus en plus les pays qui commercent directement avec elle à utiliser d'autres devises que le dollar. Donc aujourd'hui, on commence à voir cette montée de la dédollarisation et cela va s'accentuer notamment à l'intérieur des BRICS, ce groupe qui regroupe un certain nombre de grands États comme la Chine, la Russie, l'Inde, etc. Donc à l'intérieur, qui s'est aussi élargi depuis le mois de janvier dernier. Donc ces pays-là vont, s'il y a
cette action qui est réalisée, qui est commise par les Américains de saisir les avoirs russes, tout ça va être un coup fatal, à mon sens, au commerce mondial, parce que ça va ruiner le socle sur lequel se base justement le commerce. C'est le fait qu'il y a comme une espèce de sanctuarisation du droit de propriété, et le fait que l'on ne puisse pas s'accaparer de l'argent qui n'est pas à soi. Et donc, c'est la raison pour laquelle toutes les sanctions, vous avez toutes les organisations économiques à l'échelle internationale qui ne prévoient pas de sanctions dans lesquelles on saisit les avoirs d'un État. Justement, c'est pour éviter d'avoir à tuer cette confiance-là, d'avoir à détruire ce qui constitue, comme je l'ai dit, la base même du commerce international. Et donc, ce dernier point-là de la loi qui a été votée par la Chambre des représentants américaine va faire l'objet de discussions houleuses, je pense, au Sénat, puisque les discussions ont commencé depuis hier. Et on espère, enfin, pour les partisans de l'Ukraine, ils espèrent que rapidement le Sénat puisse voter et que la loi de promulgation soit sur le bureau de Joe Biden, qui a dit qu'il serait prêt à la signer dès qu'elle serait sur son bureau, afin de permettre l'acheminement dans les heures qui suivent d'une première vague de l'aide américaine en Ukraine. Voilà ce que l'on pourrait comprendre de cette loi de cette grande aide qui a été votée par la Chambre des représentants samedi dernier. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.